Il est l'heure de vous informer sur la radio site online. Messieurs et dames, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, désactivation des enseignants des écoles conventionnées catholiques du collège Boboto et du lycée Bosangani dans le liste de paye Sekopé bouge les choses dans le secteur éducatif congolais. Ça passe ou ça casse, Senko et SCC doivent garder le chemin de vrais pasteurs. L'interfédéral de l'UDPS soutient cette anecdote en s'appuyant sur la charte. Vous les suivrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Installez-vous car l'ensemble de l'information, c'est tout à l'heure. Des enseignants du collège Boboto et du lycée Bosangani désactivés de la fiche de paye du Sekopé pour avoir séché les cours sans motif valable. Plus de lumière dans ce reportage. Je dis motif valable, c'est par exemple les cas de maladie. Si c'est constaté, ça va. Mais celui qui refuse de venir donner cours, il sera désactivé. C'est jeudi dans l'avant-midi, la délégation du ministère composée du secrétaire général AI à l'EPST, de l'inspecteur général à l'EPST, du DIRCABA du ministre et des conseillers au ministère s'est rendue dans 2 écoles conventionnées catholiques. D'abord ici, au collège Boboto. Sur place, un PV d'absence a été établi après contrôle physique et signé par le responsable pour la procédure de désactivation des absents. Ensuite, non loin de là, au lycée Bosangani, pour le même mobile. Et ce sont tous deux professeurs. Mais il n'y a pas que ces 2 professeurs. Tous les professeurs ne sont pas là. La décision est soutenue par les élèves de ces 2 écoles qui remercient le gouvernement via le ministre Tony Mwabakazadi qui s'implique totalement comme un véritable garant de la gratuité de l'enseignement primaire, ont-ils déclaré. À l'issue de cette tournée, une déclaration commune a été lue par le secrétaire général AI à l'EPST. Pour le collège Boboto, l'enseignant Ilungamvita Kabambani, l'enseignant Kabulu Ntambwe-Tete sont des activités du fichier de la paye. Pour le lycée Sacré-Cœur, nous avons l'enseignant Bantete Bangebeni. Nous avons l'enseignant Atanyoyi Omakinda. Et tous ceux qui ne vont plus se présenter doivent subir la même rigueur de la loi. Et tout ce que nous venons de dire, c'est sur base des constats d'absence signés par leur chef d'établissement. Nous en appelons maintenant à tous les gestionnaires, à tous les inspecteurs principaux provinciaux, des sous-provèdes, des inspecteurs de pôle et tous les responsables de Sekopé au niveau national comme provincial de pouvoir s'investir pour que cette rentrée soit effective. Entre-temps, les constats fait état d'une rentrée. L'Église catholique et l'ECC devront respecter le choix de la majorité, cela après l'échec d'un consensus. Ainsi réagit le porte-parole interfédéral de l'UDPS qui s'appuie sur l'article 17 de la charte qui régit les confessions religieuses. Maître Didier Condé est à notre micro. On l'écoute. Il n'a pas échoué, il a échoué. Est-ce qu'il y a eu vote? Oui, il y a eu vote. Il y a eu 6 qui ont voté pour un candidat et 2 contre un seul candidat. Comment voulez-vous que cela puisse poser des problèmes? J'ai dit pour l'ECC, oui, et la Senko, il y a réussite lorsque elles imposent leur candidat. Mais quand le candidat qui est voté majoritairement vient d'une autre confession religieuse, que les confessions religieuses catholiques et l'ECC, là c'était un échec. Non, ils racontent leur vie. Vous savez quoi? Le fait de dire que le PV est transmis par l'autorité religieuse qui vient de l'Église catholique n'invalide pas le vote. Parce que l'article 17 ne donne pas cette condition-là pour invalider le vote. Et pour confirmer ce que je vous dis, et ça corrobore très bien, pourquoi est-ce qu'il avait été constitué la commission paritaire au niveau de l'Assemblée nationale? C'était pour examiner le contrôle. Lorsque je suis avocat, je vais au tribunal et que le tribunal, à l'appel de l'affaire, de la cause, constate que certaines parties ou une des parties, bien que saisie officiellement, ne s'est pas présentée. Mais on pose la question aux parties présentes qui vont certainement demander qu'on retienne le défaut contre l'autre partie, ainsi de suite. Allez-vous me dire que c'était en secret que ceux qui ont pris part aux travaux de la commission paritaire recevaient les invitations sans que ça puisse être de la même manière pour tous les autres membres, même s'ils ne sont pas de notre mouvance présidentielle? Non, tout le monde a été informé. C'était une décision prise pendant la plénière.
6 bandits armés avec 3 armes AK-47 auteurs de plusieurs cas d'assassinat à Bunia ont été présentés au gouverneur militaire du Lituri le jeudi devant la population. Un reportage. On ne le dira jamais assez. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont résolument engagées à détruire tous les réseaux criminels en Ituri en cette période de l'état de siège. 6 autres bandits armés, auteurs de plusieurs forfaits à Bunia et environ, dont l'assassinat d'un changeur de monnaie au marché central de Bunia il y a quelques semaines, ont été arrêtés avec 3 armes AK-47 et 2 chargeurs garnis. Ils ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri par le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa Kyo Seguin. Il y a 2 mois, un cambiste a été fauché au niveau du marché central. Dans les investigations, il s'avère que les individus sont devant vous. Et le 3e faisant partie de la bande de 6, c'est un assaillant assimilé au Codeco. Il s'est fait que le premier groupe opère avec 2 armes, le deuxième groupe avec 2 armes. Ces hors-la-loi sont passés aux aveux. Des victimes ont remarqué leur bien volé. Je tire ma parole auprès de notre armée. Moi, personnellement, j'avais déclaré devant son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ce sont alors des petits bandits, pareil. Ces gens, ils sont arrivés chez moi, c'était à 19h30. Ces messieurs, ils ont entré comme des patrouilleurs, avec les tennis. Les habitants de l'Ituri présents à cette cérémonie ont encouragé les forces armées à maintenir le même élan de la traque des auteurs de violence en province de l'Ituri, conformément à l'objectif primordial de l'état de siège, la restauration de la paix, tel qu'est levé le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils étaient tous là dans le seul but de renforcer les liens d'amitié avec Niamey RDC dans le cadre du processus AGOA en Afrique francophone et les États-Unis. Monseigneur Milenge Mwenaluita, l'un des pionniers de l'entrepreneuriat, précise que cette rencontre s'avère importante au regard de perturbations dues à la COVID-19. Cette loi AGOA, qui est une loi américaine, doit bénéficier également au peuple de l'Afrique subsaharienne, notamment la République démocratique du Congo, repris parmi les pays éligibles. Voilà qui justifie cet atelier tenu en conférence vidéo entre Miami et la RDC à travers les experts et acteurs de la société civile. Monseigneur Milenge Mwenaluita revient sur l'essence de cette relation et l'apport des États-Unis. L'AGOA, ce n'est pas ça la structure, mais la structure, c'est les réseaux des organisations de la société civile AGOA. C'est cette structure qui a comme mission de faciliter les échanges entre les entrepreneurs, les gouvernements et les peuples africains afin de bénéficier ce peuple des avantages dus à l'AGOA, qui est une loi américaine. Pour le plaidoyer, on l'a fait d'abord pour que le pays soit réintégré dans le mécanisme AGOA. Aujourd'hui, nous faisons maintenant beaucoup d'autres choses, puisque l'AGOA toujours, nous faisons plus le plaidoyer toujours, le plaidoyer pour qu'on ne tombe pas dans l'erreur du passé, mais pour le moment, nous faisons la vulgarisation, la sensibilisation pour que les gens intègrent ou capitalisent cette réalité ou cette loi qui leur donne quelques avantages en rapport avec les échanges commerciaux et économiques avec les États-Unis. Des progrès ont été enregistrés au gouvernement congolais qui a beaucoup amélioré en termes de bonne gouvernance, démocratie et violence sexuelle basée sur les genres, a martelé Elodita Muzinda, présidente du conseil d'administration de la dignité humaine et modératrice régionale du réseau des femmes d'Afrique francophone. Les experts des 2 parties ont reconnu les menaces liées à la COVID-19 qui ont impacté sur l'investissement, mais aussi sur le commerce États-Unis d'Afrique. Voilà qui justifie 1 minute de silence avant la tenue de cette rencontre. Honoré Ngwanda Nzambo, président national du parti politique APERECO, a répondu à Moïse Nyarugabo par rapport au dossier Minembwe à travers 5 questions clés pour mettre fin à cette situation. Le serait décidé dans cet élément.
je voudrais poser à Moïse Nyarugabo et à tous les autres Banyarwanda. Je voudrais qu'au travers de ces questions clés, qu'ils nous fournissent des documents qui pourraient définitivement mettre fin aux débats idiots qu'ils ont provoqués. Première question, parce que vous répétez à qui veut vous entendre que vous êtes Tutsi du Congo avant même l'arrivée des explorateurs européens et avant la constitution de l'État indépendant du Congo en 1885. Je vous demande alors de nous produire un seul document, parmi les nombreuses archives coloniales belges qui existent, qui ont recensé toutes les ethnies du Congo belge. Je vous demande de produire un document dans lequel on signale clairement la présence d'une ethnie Tutsi ou Hutu sur le territoire congolais. Pour ma part, je vais vous citer 4 documents de référence qui prouvent le contraire. Le premier document, c'est la toute première carte de l'ethnographie du Congo belge qui a été élaborée en 1910 par le révérend Père Muller Ladersou. Cette carte ne signale nulle part les ethnies Hutu ou Tutsi. Deuxième document, c'est le document produit par l'archiviste belge Van der Hoed, qui a publié dans une édition de 1939 des documents relatifs à l'ancien Kivu de 1870 à 1918. Ces documents reprennent toutes les 16 tribus de l'ancien Kivu. Baolo-Olo, Balembe, Baande, Bagoma, Babwari, Babove, Babembe, Bavira, Bafuliro, Bashi, Baouvu, Baounde, Wanyanga, Bashu, Baswaga et Bahama. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas dans cette liste ni la tribu Tutsi, ni la tribu Hutu. Troisième document, c'est celui de Gaston Derinderen, professeur à l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer. Il a publié l'Atlas du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Cette carte a situé toutes les limites de toutes les ethnies du Congo belge. Là aussi, les ethnies Tutsi et Hutu n'y figurent pas. Et quatrième document, c'est la même carte du professeur Gaston Derinderen qui a été corrigée et publiée par le vice-gouverneur du Congo belge, Gaston Heinen. Cette carte ne reprend pas non plus les tribus Tutsi et Hutu. Alors, je demande alors à Moïse Nyarugabo et à Zarias Rubero de nous produire un seul document d'archives ou d'histoire où on a recensé les tribus Tutsi et Hutu au Congo avant ou pendant l'époque coloniale. Ma deuxième question, pourquoi vous réclamez-vous originaire du Congo, en même temps vous vous accrochez à la nationalité collective que vous avez octroyée l'ordonnance de 1992, initiée par votre frère Tutsi rwandais Barthélemy Bisengimana? Pourquoi cette ordonnance n'a-t-elle concerné que les seuls Banyarwanda et pas les autres ethnies du Congo qui étaient là depuis la création de l'État indépendant du Congo? C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur la www.radio7online. Au revoir.